Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une nouvelle fois Christophe Battier. Christophe, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? On va parler d'un sujet à la mode. Il paraît qu'on va parler d'intelligence artificielle dans l'enseignement, dans l'éducation. Ah, Ça te va ? super. Ouais, beau programme. Ouais. Alors, on sera peut-être pas technique, mais plus dans qu'est-ce que cette nouvelle innovation apporte à l'éducation, à l'enseignement. On va rester sur plutôt ce focus-là, plutôt que de faire un détail sur les chats, les machins, les bazars qui existent. Même si on peut parler. Oui, c'est déjà fort développé, mais c'est bien d'avoir une position un peu plus macro pour regarder un peu ce qui se passe, vu d'en haut. Oui, parce que souvent quand on parle d'IA, dans les discussions à droite à gauche, on se limite à ChatGPT, alors que évidemment c'est l'actu du jour, hein. L'actu du jour, enfin du moment, ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais c'est pas que ça. Il y a énormément, l'IA était déjà là avant ChatGPT dans l'éducation, mais c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et des formes différentes. Ça arrive dans l'adaptive learning, ça arrive dans le suivi des élèves, ça arrive dans la création de contenu et pas que du texte, dans les activités, dans les générations d'activités, dans le suivi des élèves. Enfin, il y a des trucs qui sont en train d'arriver, qui sont assez impressionnants. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est des usages d'un certain serveur. On va parler de pitch.com, par exemple, qui est un serveur allemand, mais qui maintenant propose aussi des interfaces en français qui vous permet, il y a 3-4 sites un peu de ce même style. Tu rentres, tu dis voilà, je suis prof de chimie en seconde. Cette premier trimestre, je connais pas le programme des secondes, j'ai dit peut-être dire n'importe quoi, d'atomistique. Et clac, ça va te faire le programme en fonction de ce qu'il y a dans ton pays, en fonction des documents que tu aimes bien. Ça va te générer tes PowerPoint, ça va te générer les vidéos, ça va te générer les textes, les QCM, les exercices, etc., etc. Donc ça permet de créer des contenus bien au-delà d'un simple chat GPT, d'un texte tout simple à partir d'un prompt. Bon voilà, on va parler de tout ça. Oh, c'est cool. C'est cool. Ah d'accord. Et donc quand le buzz, ça a été en décembre l'année dernière, 2022, quand ChatGPT est arrivé, c'était vraiment un choc de la part des enseignants dans le monde de l'éducation en général, parce que ça changeait énormément de choses autour de la compétence rédactionnelle. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont basées sur les mémoires dans les écoles. Un mémoire en fin de master, un mémoire en fin de licence, un mémoire en fin de cours, etc., etc., où c'était un exposé de l'état de l'art, du savoir-faire, ce que Marcel Leblanc appelle le chef-d'œuvre de l'élève, à la fin de sa formation, être capable de rédiger, de faire une synthèse de tout ça. Et avec ChatGPT, il y a certains jurys de master qui ont été très très surpris en juin 2023 d'une augmentation considérable de la qualité des mémoires qui étaient rendues en master. Ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Bon, ils étaient un peu largués quand même. Mais il y a eu des choses assez marrantes dans les jurys de master en disant mais tout ça sort, hein, comment ça se fait, d'où ça vient ces choses-là. Et bon, au lieu d'avoir anticipé de réfléchir, ils ont préféré sanctionner dans plusieurs universités, mais c'est un peu ballot parce que effectivement, ça permet de développer certaines choses, de rendre plus performants les étudiants en quelque sorte sur des compétences, je ne vais pas dire basiques, rédactionnelles, mais parce qu'il faut organiser, il faut structurer son mémoire, mais ça aide énormément les choses. Donc, il y a tout un pan d'évaluation. Alors, c'est surtout dans les universités, hein, plus que dans les lycées, dans les collèges. Mais il y a tout un pan d'évaluation qui était fait sur la rédaction. Il faut trouver autre chose, quoi. Il faut sortir de ça parce que on se fait tous aider maintenant.
moi le premier, hein, avec ces outils-là. Ouais. Et donc, ça change aussi comment je vais évaluer. J'avais l'habitude ça fait 10 ans que j'ai de l'évaluation de mon mémoire, de l'écrit. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Ah oui, c'est pas une mince affaire. Et là, tu vois se mettre en place des actions concertées, il y a des choses qui s'organisent? Oui, oui et non. Il y a des grands discours au niveau du ministère, il y a des plans. Alors, au niveau de l'éducation nationale, depuis 3-4 ans, il y avait les P2IA, un plan d'investissement autour de l'intelligence artificielle, qui ont permis le déploiement d'applications d'intelligence artificielle dès le cycle 2, hein, le CP, CE1, CE2. Je pense à Lalilo, je pense à Adaptive Math, il y a d'autres produits qui sont accessibles dans toutes les écoles. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'adaptive learning. Il s'appuie sur de l'IA, c'est-à-dire que c'est quoi l'adaptive learning? C'est quelque chose qui est assez ancien, hein. Ça, c'est c'est lié à l'automatisation des apprentissages, des évaluations. En gros, si je caricature, si tu comprends 1 plus 1, on va te proposer de faire 2 plus 2. Si tu n'arrives pas à faire 2 plus 2, on va te proposer 2 plus 1 ou 1 plus 2 pour te faire progresser dans ton savoir. Donc, c'est des choses qui existaient depuis longtemps sous forme d'arbres décisionnels, mais c'était assez limité. On ne pouvait pas faire plusieurs paramètres en même temps. Là, avec l'IA, le développement de l'IA peut suivre plusieurs paramètres en même temps, plusieurs connaissances, niveau de connaissances et de compétences, hein, avec le développement des sciences cognitives et des neurosciences en mathématiques. Allez voir les travaux d'Emmanuel Sander sur les 5 compétences en mathématiques. C'est des choses super intéressantes à suivre, les compétences qu'il faut développer pour apprendre à calculer, à compter, à développer les mathématiques. Et ben, avec ces nouvelles données-là, cette nouvelle façon de voir, de la compréhension des mécanismes dans les cerveaux, on a développé toute une série d'activités qui sont gérées par l'IA. Et donc, l'élève progresse, non pas suivant un arbre de connaissances ou un arbre décisionnel, mais en fonction de sa facilité de connaissance, en fonction de ses lacunes, en fonction de ses points forts, etc., etc. Et donc, Ouais. il se balade dans une matrice, enfin, il travaille dans une matrice de plusieurs centaines, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'activités qui lui sont proposées. Et c'est l'IA qui pilote tout ça. Et les enseignants, eux, peuvent suivre ça avec des tableaux de bord qui, eux aussi, sont générés par l'IA, des IA un peu différentes, celles-ci, qui ne sont pas faites sur la progression, mais sur l'analyse de données, des traces laissées par les élèves dans les parcours. Et donc, on propose des tableaux de bord pour faciliter le boulot des enseignants. Alors ça, il y a eu une annonce faite avec Ducatec, j'y étais en plus, c'est dans toutes les classes de seconde à partir de la rentrée. Ah oui, C'est 800 000 élèves quand même, hein, oui, ont un accès à ce déploiement. dispositif-là. Donc ça, on est sur des choses accessibles par tout le monde. L'adaptive math et de la Lilo, c'est plusieurs dizaines de milliers de classes aussi qui l'utilisent en cycle 2. Donc dès les petites classes, on a des dispositifs qui sont là pour aider les enseignants à proposer, pour faire progresser les élèves dans leur classe. Et ensuite, ça se décline dans d'autres activités, à d'autres niveaux. Donc j'ai parlé de MIA seconde, ça c'est pour tous les élèves qui rentrent en seconde, pour proposer de la remédiation scolaire pour les élèves qui sont en difficulté. Donc ça permet de détecter ceux qui ont en difficulté et leur proposer des parcours complémentaires à ce qui se passe en classe. Donc Oui. tu vois, c'est des choses qui sont aujourd'hui en France, qui sont subventionnées au niveau des EdTech, c'est comme ça qu'il faut dire, par les plans P2IA. Donc il y a eu le P2IA cycle 2, là il y a eu un appel à projet ou à participation, je ne sais pas comment on dit, pour le cycle 3. Donc c'est après, c'est CM1, CE2, CM1, CM2, voilà, Oui. dans les écoles primaires. Pareil, pour le développement de compétences en mathématiques et en français, pour aider les élèves. Donc on a des plans en France assez globaux. Alors après, ça se passe dans un contexte scolaire qui est un peu compliqué en ce moment en France, pour plein de raisons. Mais il y a des choses qui sont, entre guillemets, planifiées, globales, stratégiques, ça on le verra par la suite, Ouais, mais qui sont proposées dans notre pays. Ouais. d'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays qui ont des plans aussi Avancé et forts sur fonctionnel. l'IA. Et Ouais, ouais. fonctionnel.
Moi, la question que je me pose, tu sais, il y a quelques années, dans mon métier de formateur, on me disait, tu ne détiens plus le savoir, hein, tu es un accompagnateur, un facilitateur, tu aides les gens à rencontrer la connaissance et à construire leurs compétences. Du coup, là, on va retrouver ça directement dans l'enseignement. La posture de l'enseignant va vraiment changer aussi, là? Alors, c'est pas tellement sur le savoir parce qu'effectivement le web avait changé la donne, hein, la Ouais, fameuse, c'est dans Petite Poucette où mm, Marcel Lebrun, Michel Serres dit: oui, «Les savoirs sont partout aujourd'hui». On a plus ouais, besoin d'enseigner les savoirs. Les savoirs sont partout, ils sont accessibles avec les smartphones et des choses comme ça. mm, Et c'est plus les clés de compréhension, c'est plus l'esprit critique, c'est plus l'esprit d'analyse. Donc c'est les compétences hautes de Bloom, ouais, la taxonomie, oui. qui voilà, Mm. taxonomie de Bloom qu'il faut développer, dont on Ouais, a besoin, la plus que celle de synthèse, la l'analyse, connaissance. et Ouais, puis et la la création. capacité à créer, ouais. Voilà. Oui, Et tous les métiers qu'on va avoir, c'est ça, les nouveaux métiers, c'est ça. Il n'y a plus besoin de gens qui font du traitement automatique. Enfin, il n'y a plus besoin. Il y aura toujours besoin. Il y a des gens qui sont confortables avec ça, mais c'est des choses qui vont disparaître, je sais pas, mais qui vont avoir tendance à diminuer et à changer. mm. Alors, pour en revenir Ce à qui serait intéressant. l'enseignement, Ouais. ouais, pour moi, les savoirs, ils étaient déjà accessibles de partout. Hein, avec Ouais. les pétaoctets de données qu'il y a de sites web, de wiki machin, de wiki euh, Wikipédia, etc., qui sont disponibles, des tutos sur YouTube, tous les cours en ligne, tous les savoirs sont effectivement disponibles, mais on a toujours des enseignants qui enseignent en classe. Ouais. Hein. Est-ce que Donc, le fait d'enseigner, c'est montrer le chemin dans tout ça? bah, c'est une façon d'enseigner. Ouais. C'est une façon de construire, de co-construire. Est-ce que je suis sur la co-construction? Est-ce que c'est moi qui monte le chemin ou j'apprends aux élèves à le découvrir par eux-mêmes? Il y a plusieurs stratégies. D'accord. Il y a vraiment plusieurs stratégies. En ce moment, ils sont sur l'enseignement, comment ça s'appelle? Ah, mais j'aurais le implicatif, non, c'est pas ça le mot. Il y a explicite. Ah. Là, c'est vraiment l'enseignant, c'est vraiment balisé avec des redites et des choses comme ça. C'est la mode en ce moment dans les dans les inspés, dans les colloques de pédagogie sur les primaires, collèges et lycées. Cette fonction où vraiment je balise, je dois montrer le chemin, je dois parce que c'est mets-toi à la place d'un élève aujourd'hui. Tout ce bazar, c'est hallucinant, tout ce qu'il a à sa disposition. Il Ah faut quand oui. même des clés de compréhension pour entrer là-dedans, pour aller voir ce qui se passe, aller comprendre ce qui se passe. Toutes les fausses vidéos, on fait des vidéos où on voit Jules César qui fout la pâtée à Napoléon. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, il faut quand même, au niveau créativité, on est parti très loin. Au niveau pédagogique, derrière, il y a du boulot quand même. C'est ça. Il va falloir poser des lignes un petit peu et puis ramener les gens dans le bon contexte, au bon moment, au bon instant pour pouvoir trier ça. Il faut excuser l'esprit critique pour venir, Et ça, c'est pour venir très appréhender compliqué. ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quelles sont les bonnes clés de compréhension? Aujourd'hui, il y a tellement de faux documents qui se baladent, il y a tout et n'importe quoi qui se balade. C'est très compliqué. On s'est fait un peu échauder avec les réseaux sociaux. Mm. Euh, on a dit au démarrage des réseaux sociaux, j'étais un peu optimiste. Oh, c'est Mm. génial, on va pouvoir échanger, partager nos savoirs, on va pouvoir discuter, confronter nos idées. Donc effectivement, ça a eu lieu, ça a toujours lieu, mais d'un autre côté, il y a tout un tas de choses, ce qu'on appelle tout ce qui est fake news, tout ce qui est contre-vérité qui arrive, tout ce qui est Trump et compagnie là qui débarquent avec ça, ou tout ce Ouais. qui est harcèlement. Donc il y a le côté aussi négatif, et avec l'IA, il y a aussi ce volet-là dont il faut tenir compte, avec les biais cognitifs, avec les biais de conception qui sont dans les IA actuellement, etc., etc. Donc il faut être critique par rapport aux usages aussi. Ouais, tu nous parlais tout à l'heure de ces plans de développement qui sont en France. Toi qui as une vision un peu plus mondialisée des choses, dis-moi par exemple si cette espèce de mutation totale, elle est planétaire, est-ce qu'elle est réservée aux pays développés? Comment ça fonctionne? T'as des visions là-dessus, toi? Et sur les Alors, effets que ça peut produire? je suis des expérimentations d'IA sur l'Afrique, mais Ouais, c'est déployé à bien moins grande échelle.
il y a des bailleurs de fonds comme l'UNESCO, comme la Banque mondiale ou des gens qui mettent de l'argent pour proposer ces solutions-là sur des pays en Afrique. Le problème, c'est les infrastructures numériques. Ouais. Il n'y a pas beaucoup c'est bien moins équipé qu'en France, c'est bien moins, les enseignants sont bien moins formés, mais néanmoins, tu as des pays comme le Sénégal, par exemple, qui a des plans de déploiement numérique dans l'éducation qui sont assez considérables. Hein. C'est des centaines de millions d'euros que eux-mêmes mettent dans ces budgets-là en Ouais. fonds propres. Donc c'est énorme pour des pays africains. Tu as aussi un game changer qui vient d'arriver depuis le mois de novembre sur l'Afrique. C'est Starlink. On n'en parle pas beaucoup Ah, parce que nous, c'est déjà arrivé en Europe. Mais il y a 4 pays aujourd'hui en Afrique qui proposent un abonnement Starlink. Au Bénin, c'est 30 000 CFA, ça doit être 40 euros par mois. Donc, pour des institutions, des organismes, ça devient accessible d'avoir, mais surtout, c'est du très haut débit partout sur le territoire où on est. ah oui. Donc, j'ai vu ça au Bénin, par exemple. Au Bénin, c'était galère pour avoir de l'internet sur tout le territoire. T'en avais autour de Cotonou, puis dès que tu sortais de Cotonou, t'as plus rien. Là, t'as du 8 gigas partout sur le territoire. Ouf. Donc, c'est énorme. Hein. Tu peux faire des choses. Tu peux déployer des plans avec ton Starlink. Tu mets un panneau solaire d'1 mètre carré de panneau solaire dessus, une batterie, et ça tient là, et un onduleur. Tu tiens 12 heures dans la journée dessus. Et tu Ah fais oui. pareil pour mettre des portables, des ordinateurs portables ou des smartphones. Et là, tu peux avoir des plans de déploiement en masse et qui soient opérationnels partout et sans problème d'électricité, sans problème d'accès à Internet. Et ça va changer les choses. Donc, tu as des choses qui se font sur l'Afrique, tu as des choses sur les autres pays. Il y a aux États-Unis, ils ont aussi des gros plans de déploiement, ce qu'ils appellent dans le K12, qui ont été faits, notamment c'était Obama qui avait mis pas mal de milliards de dollars sur le plan K12 justement c'est tout ce qui est au collège K12 ou le lycée collège, l'équivalent lycée collège. J'étais même un peu trop loin. Il y avait même des salles sans quasiment de profs, des lycées que avec Ah, des ordinateurs, sans quasiment de profs. Bon, ils ont abandonné parce que c'est pas humain hein, pour les ah. élèves, pour les motiver, pour les etc., etc. Donc ça a posé des soucis, donc ça ils ont un peu laissé tomber. Mais il y a des plans de déploiement autour du numérique un peu partout sur le monde entier. Ouais, donc c'est En- vraiment une transformation mondiale de notre façon de faire, globalement, là. Bah, C'est tout à fait. Ouais. qui va nous apprendre à faire? Il y a toujours des il y a toujours des gens qui ont des idées nouvelles, qui ont des c'est hallucinant tout ce qu'on voit en ce moment c'est assez intéressant ce dynamisme qu'il y a autour des IA par exemple. Ouais. C'est des vagues de techno qui arrivent, il y a des nouveaux langages, il y a des nouvelles façons de penser, il y a des nouveaux concepts de données. Là, aujourd'hui, on s'énerve sur les tokens, les chats GPT, les Gemini, les BART et autres. C'est la même conception statistique d'analyse de tokens. Les tokens, c'est même pas des syllabes, hein, on construit statistiquement des mots, c'est assez hallucinant quoi, quand on y réfléchit. Il y a d'autres modèles qui sont en train d'arriver, eux qui sont plus basés sur comment notre cerveau fonctionne. Il y a l'INSERM qui travaille depuis une vingtaine d'années là-dessus, d'analyse, essayer de reproduire le fonctionnement de notre cerveau, de reproduire la façon d'apprendre des enfants pour Ouais. essayer de mettre ça dans les ordinateurs et pour les rendre cette fois-ci intelligents. Là, il n'y a aucune intelligence dans ChatGPT. L'intelligence est Ouais. dans l'algo qui crée des statistiques. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Et il y a un programme, vous irez voir sur Wikipédia, eCube sur l'INSERM. Hein. C'est un petit robot qu'ils ont développé pour apprendre à apprendre. Et donc a permis de faire des bases d'algorithmie, de modéliser de nouveaux domaines. Ça, c'est pas des choses qui sont encore grand public, mais c'est la prochaine vague, la prochaine innovation qui devrait arriver. Alors, je sais pas, c'est dans 2, 3, 5, 10 ans. Mm. Euh, comme le chat GPT, c'était prévu, mais c'est arrivé plus vite que prévu, quoi, finalement. Est-ce que c'est l'usage et la démultiplication de l'usage qui fait que ça va plus vite? La confrontation à tous les utilisateurs? Oui, parce que, tu vois, à partir d'un chat GPT assez simple, il y a des gens qui ont développé des écosystèmes autour de ça, qui ont développé
Tout à l'heure, oui, j'en ai déjà parlé de pitch.com ou des serveurs un peu comme ça, Mhm. où toi tu arrives et puis ce serveur-là, à partir de ton profil, à partir de tes données, à partir de tes prompts, tes premiers prompts que tu as écrits, va aller chercher des informations sur la marque et un autre serveur langage de données, va chercher des informations pourquoi pas dans Mistral, à droite à gauche, et en fonction de la performance des IA, va te proposer de construire un PowerPoint, ton syllabus de cours, tes quiz, etc., etc. Donc ça, c'est cette inventivité-là sur laquelle ça part dans tous les sens. C'est le Far West, un peu comme Mhm. quand le web est arrivé, c'est parti dans tous les sens. Bon après, ça s'est focalisé sur YouTube, sur Google, sur Facebook, où tu as 95% du trafic sur 4-5 serveurs. Mais Ouais. au démarrage, on était parti dans tous les sens. Là, on est encore dans l'effervescence. Tu as des milliers d'IA, peut-être pas des milliers, mais des dizaines qui ouvrent tous les jours, Mhm. de nouveaux services, des nouveaux trucs. Et après, on verra ce qui reste. Mais tu as des trucs assez hallucinants. On parlait d'IA générative, on en a parlé du texte. Il y a celles sur les images qui sont de plus en plus performantes. Mhm. Et celles sur les vidéos qui sont en train de débarquer, qui sont pas mal, du tout, du tout, du tout. Donc ça va changer énormément sur la création des contenus de cours. On parlait de contenu vidéo, on peut faire des vidéos plus sympas, plus dynamiques, plus illustrées. Est-ce que faut après dans la limite, est-ce que trop d'illustration, trop de dynamisme ne va pas fatiguer mettre nos apprenants en surcharge cognitive? Ça c'est une vraie question. Mhm. Mais tu commences à aussi avoir j'ai commencé à avoir des trucs où tu as ton écran et en haut à gauche, tu vas prompter ce qu'il va avoir dans la partie en haut à gauche. En bas à droite, tu fais une route et puis tu viens sur la route, il y a des voitures avec un poids lourd qui va passer à tant de secondes. Après, dans le ciel, tu dis, il y a un soleil qui va se coucher dans 30 secondes. Et la vidéo va se générer avec tous les prompts que tu as marqués zone Ah par ouais. zone. En vérité, tu storyboard et ça crée, quoi. Bah, tu storyboard dans les parties Dans d'images. l'outil. Dans Ouais, ouais, l'outil, ouais. quoi. Ouais, c'est. Ouais. Donc après, je sais pas si c'est un gris-gris, ça va rester ou ça restera en production ou pas, mais ça fait des trucs marrants, quoi. Et Mhm. donc on est dans cette effervescence-là. C'est des nouvelles idées qui génèrent elles-mêmes de nouvelles idées. Mhm. On parlait un petit peu en off au départ de cette révolution qui est un peu comme quand le web est arrivé. On a différentes réactions hein, qui se mobilisent. Tu as ceux qui y vont direct, tu as ceux qui diabolisent le truc, tu as ceux qui y vont pas. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à quelqu'un qui n'est pas forcément réfractaire, mais qui est face à tout ça? T'as une idée un peu de la posture à adopter pour avancer avec le système, là, pour en bénéficier, je vais dire au moins? En fait, il y a plusieurs postures. Par rapport à chaque vague d'innovation, tu as toujours les énervés, les 3, 4, 5% de gens qui ont déjà tout testé, qui ont déjà tout vu. Ensuite, tu as ceux qui sont un peu pointus, qui testent avec déjà avec un peu plus de recul. Les early adopters, qui disent, ah Mm. ben, moi, je vais utiliser comme ça. Après, tu as les 20, 30% qui sont derrière. Tu dis, moi, j'attends de voir, mais plutôt, pourquoi pas. Et après, tu Ouais, as 20, 30% de voir qui sont derrière, vraiment derrière. Tu dis, non, mais j'attends qu'on me donne l'ordre. ouais aussi, l'injonction. Et après, tu as les 10%, mais c'est nul, c'était mieux avant. Et puis tous ceux qui 3, 4%, mais c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est que de la connerie. Donc tu as comme une distribution qui suit plus ou moins une gaussienne, hein. Ouais, Et c'est donc ça. tu as toute une gamme de réactions par rapport à l'innovation, mais ça c'est général, hein. C'est Oui, même oui. générique, hein, par rapport au MOOC, par rapport au web, par rapport au streaming vidéo, par rapport à plein de choses qu'on a eues dans le monde de l'éducation. Tu as tous ceux qui sont lancés, billes en tête dedans, c'est trop génial, je vais faire plein de trucs avec mes élèves, quitte à faire n'importe quoi, et ceux qui feront jamais rien avec leurs élèves ou leurs apprenants. Donc tu as toute cette dynamique-là dans les institutions, un peu partout. Après, chacun fait avec son envie, avec sa culture, avec son écosystème. Si tu es Oui. dans un écosystème qui est innovant, où tu as des gens qui te montrent, qui font des trucs sympas, tu as plutôt envie de faire la même chose. Si tu as des écosystèmes où ta hiérarchie dit oh, je vous interdis, vous avez qu'une heure de Wi-Fi par mois, bon, bah, c'est un peu plus Bon, bah, compliqué. ouais, ça, oui, Mais oui, ça oui. existe, hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, ça, je me doute, tous les schémas sont possibles, hein. Voilà, donc on a ces choses-là. Donc cette distribution qui est assez variée par rapport Mm, et ça c'est par rapport à l'innovation, c'est pas uniquement par rapport à l'IA. mm. Est-ce que, tu vois, je repense à un truc, moi j'ai mes gamines un jour qui me disaient qu'elles elles adoraient YouTube parce qu'on pouvait apprendre plein de trucs et que ça serait bien si l'école c'était comme ça.
Est-ce que tu crois que cette généralisation et ce déploiement massif, hein, parce que tu disais tout à l'heure, bah ouais, peut-être que les profs, ils sont pas d'accord à ce que ça soit utilisé, mais en tout cas, les élèves, ils sont déjà. Est-ce que tu crois pas que là, il va y avoir une espèce de lame de fond qui nous va venir nous cueillir et de toute façon, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on propose des choses qui soient, entre guillemets, dans le move. Moi, j'ai l'impression plutôt de ça, tu vois, d'une lame qui va nous ramasser et on aura intérêt d'être debout sur le surf quand ça va passer, quoi. Oui, mais de toute façon, ça changera pas ce que tu fais, ça changera pas qui tu es, mais ça te permettra de faire mieux et plus vite. Ouais, Voilà. ça, c'est Et déjà constaté. oui, et donc, et par rapport à tout ce que toi tu as fait, par rapport à ce que tu es, tu vas utiliser ces outils, tu iras plus vite, tu feras mieux, tu feras plus beau, tu feras plus rédigé, tu feras plus synthétique, tu feras plus compréhensible. Mm. Donc, celui qui pourra pas utiliser ces choses-là, s'il est très compréhensible, très performant et très rapide, il n'aura pas besoin de changer. Mais c'est Ça ça, marchera, ouais. j'ai un peu de doute quand même parce que là, effectivement, on est sur une lame de fond, donc des choses qui sont intéressantes à tester. Ça change pas la personne, enfin, normalement, c'est censé l'améliorer, le rendre plus performant. Alors, quand je dis plus performant, ça le rend pas plus intelligent, mais ça le rend plus rapide, Mm. enfin, j'aime bien ces mots synthétique, rapidité, euh, et, et avec des contenus, avec des références. Moi, j'ajouterais un mot, moi, c'est changement d'angle. C'est-à-dire que C'est-à-dire, quand je travaille avec l'IA ou que je lui explique ce que je fais, j'essaye d'abord de lui demander dans une dimension critique qu'est-ce qui changerait dans ma méthode et qu'est-ce qui ferait différemment. d'accord. Et systématiquement, c'est un peu, tu vois, c'est arbitraire ce que je vais dire, mais il me propose 20% de choses auxquelles j'avais pas pensé qui sont pas déconnantes, hein, quand même. Hum, hum, hum. Donc du coup, Parce que tu crois que j'aime bien. l'IA, elle connaît ta façon de faire. Non, mais je lui décris. Je lui décris, tu D'accord. sais. Je lui décris, Ouais. voilà, pour faire ça, je m'y prends comme ça, mon intention, c'est ça, je veux faire ça. Ben, critique ma façon de faire. D'accord. Et moi, j'ai plus d'interaction dans cette dimension-là de critique plutôt que de fais ça à ma place, quoi. Alors, la seule chose qui me fait le faire à ma place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je préfère passer 2 heures là où je mettais 2 jours. Voilà, ça c'est une certitude, que ce gain de temps, j'en ai besoin pour faire autre chose. Mais Ouais. tu vois, justement, ce que je me disais, c'est cette capacité qu'a l'IA de me remettre en question. C'est-à-dire qu'en réalité, je l'utilise comme mon esprit critique. Tu vois, Mhm. je sais pas si c'est une. Moi, ça, c'est avec des choses comme ChatGPT ou avec Gemini, avec des IA conversationnelles, comme on dit, même si c'est Hmm, des fausses conversations. On a l'impression de converser avec elle, c'est top mais ça. plus tu amènes du contenu textuel, plus tu affines le contexte dans lequel elle va construire ses réponses. Ouais. Voilà, c'est une co-construction en fait avec l'IA que tu fais dans la façon de statistique de créer les contenus, ça fonctionne comme ça. Et effectivement, on a l'impression d'avoir un coach virtuel ou une aide, un alter ego qui est là pour se faire performer. Effectivement, ça te propose des trucs auxquels tu aurais jamais pensé. C'est ça. Moi, je trouve ça grandiose, ce truc-là de. Ah ouais, putain, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Tiens, je vais y aller, je vais aller creuser de ce côté-là. Ça me fait kiffer, moi, par exemple, dans ma façon de faire et dans mon travail. Il y a une autre chose aussi intéressante pour les formateurs, c'est quand tu cherches des images que tu trouves pas toujours facilement Ouais. sur Google. Mettez-moi, par exemple, dans un contexte médical, une infirmière qui fait une piqûre à machin. À une personne Euh, âgée, ouais, par exemple. précis ça. Est-ce que c'est libre de droit ou pas libre de droit? Parce que tu sais pas trop. Si c'est toi qui la Ouais. génère avec une IA, au moins t'es tranquille. Ouais. Dans un premier temps, il paraît. Tu vas être tranquille. Pour l'instant, ça marche comme ça. Voilà. Effectivement, ça c'est une vraie bonne possibilité. On a vu l'arrivée aussi des banques d'images qui partent d'un modèle et qui déclinent le modèle. Ça c'est génial ça. J'ai vu l'autre jour un truc là, mais c'est pas encore opérationnel. Je sais pas tester, mais j'ai vu la démo. Il te montre un tableau, je sais pas moi, de Rembrandt, et il te dit, bah, dessine-moi une maison, dessine-moi des personnages dans le même esprit que ce tableau-là. Et c'est Ouais. assez sympa pour créer des univers. Alors, Et ouais, il faut vas-y. suivre les conférences d'Étienne Mineur, qui propose des choses dans ce domaine-là parce qu'il est prof au Gobelin Ah et oui. il développe la créativité de ses élèves qui sont des infographistes, des graphistes, des communicants mais en master Gobelin. Et il travaille beaucoup avec l'IA. Il a beaucoup de réflexions par rapport à la créativité et l'IA qui permet effectivement de créer des univers beaucoup plus rapidement et
onirique, riche Ah oui. qu'auparavant pour les élèves. Ouais. Donc ça, Étienne Mineur, je vous conseille de vous taper sur YouTube, vous allez trouver deux, trois réflexions qu'il a fait autour de Midjourney il y a 2 ans, ou l'usage qu'il en fait avec ses élèves, ses étudiants, c'est assez impressionnant. C'est intéressant parce que dans des dimensions de storytelling, on peut vraiment embarquer les gens avec nous, que ce soit des histoires courtes ou des histoires plus longues, dans des notations, notamment c'est pour des quêtes. Parce que si on fait de la quête, on va collecter de la donnée, de l'information, de l'apprentissage, on va faire de l'apprentissage, on va faire des expériences et on va accumuler des expériences et des savoir-faire. Et moi, j'ai beaucoup de difficultés quand je crée ça, si c'est un peu sur du long terme, d'être original et d'avoir des histoires qui tiennent vraiment debout, tu vois, sans redite, sans... Et là, je vois qu'il y a quand même des choses à faire de ce côté-là. J'adore cette notion, moi. Embarquer avec moi, tu sais. Ouais. Alors s'il y en a qui nous écoutent, qui n'ont encore jamais utilisé, allez sur ChatGPT, demandez-leur de rédiger une activité des 2 prochains cours que vous allez faire, avec le sujet de votre cours, le thème, là où vous en êtes, le niveau de vos élèves, et vous verrez un peu les réponses. Essayez de challenger entre ChatGPT, Gemini et une autre IA copilote, par exemple, sur Microsoft, voir un petit peu les différences de résultats, et vous faire une analyse par rapport à ça de l'intérêt de ces outils-là. Il y a d'autres outils aussi sympas. Il y a Knowledge, qui est une start-up française qui est du côté de Lille. Alors, Nolje, un jeu de Ah, mots. ouais. Euh, où à partir d'une vidéo sur YouTube, va générer le chapitrage en H5P, une petite surcouche qu'on peut mettre sur un Moodle, par exemple, va faire des quiz, va faire des résumés. Enfin, on peut avoir rapidement plein d'activités autour d'une vidéo de contenu comme ça. Donc, ça fait des choses vachement sympas. Tu sais qu'on va rendre nos apprenants vachement exigeants là avec ça, Ben, parce qu'ils le risque, c'est s'habituent, la hein. surcharge cognitive, leur proposer Ouais, trop de trucs, trop variés, ils n'arrivent plus à ouais, suivre. Hein. ouais. Bon, on fera simple, hein, on simplifiera les choses. Parce Bah, qu'on c'est rajoute normal. plus, mais le but c'est vraiment de simplifier, hein. L'art c'est la simplification, comme disait Vinci. Alors, Donc, soit la simplification ou utiliser l'IA pour susciter la curiosité. voilà. J'ai retweeté la semaine dernière un super article, une synthèse de travaux de recherche de Pierre-Yves Oudéhière qui travaille au laboratoire Flower à l'INRIA de Bordeaux, qui regarde comment l'IA peut susciter la curiosité, qui est un état d'attention de la part des élèves et Mhm. un état de mémorisation. Plus tu es curieux, plus tu es attentif et plus tu mémorises. Et comment avec les IA, on peut générer ces états de curiosité qui sont pas faciles hein, pour un apprenant, pour un enseignant Oui, dans le cas d'un cursus. Un instituteur pour susciter la curiosité 8 heures par jour, c'est pas évident. c'est Et clair. donc, comment les algorithmes arrivent à faire mieux et pourquoi et comment ils font ça. Et donc, il y a une super vidéo qui a été, c'est pas une vidéo, c'est tout un ensemble d'articles. Mais il y a aussi, vous tapez Pierre-Yves Oudéhière sur YouTube et Curiosité, vous trouverez, il y a une vidéo, il me semble, où il en parle. Oui, oui, il y en a une. Ça doit être un terrain innovant qui a été fait avec le café pédagogique. Euh, et donc, c'est hyper intéressant. Ça ouvre des perspectives nouvelles qui sont liées entre les sciences cognitives, le développement des sciences cognitives et de l'IA, la Hein. puissance des algos, nous ouvre de nouvelles perspectives dans l'éducation. Ah oui. On touche quand même vraiment, enfin moi là ce que j'observe, c'est qu'on va vraiment vers vers quoi nous on tend initialement, hein. Moi mon objectif c'est ça, hein, c'est d'inciter à être curieux, à aller chercher. Moi j'essaye de faire expliquer aux gens pourquoi ils veulent, ils sont dans ces formations, pourquoi des choses, de manière à ce qu'ils aient une volition qui les porte. Et après c'est de les rendre curieux. Et pour les rendre curieux, j'ai une méthode. Je leur montre le résultat attendu, parce que je partais du principe qu'ils ne pouvaient pas trouver ce qu'ils ne connaissaient pas. Par contre, quand ils ont vu le chemin, après, ils s'y engouffrent plus ou moins vite, chacun. Et je trouve que les accélérations qu'on a là, en couplant justement les sciences cognitives et puis l'IA, on va très très vite faire des choses excellentes. Bah là, il y a un mariage qui est en train de se mettre en place pour le pire et le meilleur, parce que Ouais, ça c'est le bon côté des choses, on voit le côté positif, mais le mauvais côté des choses, à 2 ans tu fais passer un test cognitif à un gamin, il y a te dit bah lui il fera cuistot ou il ouais, sera ingénieur. c'est ça. Euh,
Voilà. Donc, il y a un prédéterminisme. La force de la prédiction. Hein. Donc, du coup. Donc, ça peut être effrayant d'être catégorisé comme ça par des algorithmes. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce que. Il y a des pays qui font ça. Hein. Oui, oui, Donc, on a vu un petit peu, même très bien déployé, d'ailleurs. tu parlais de massification. Là, Ouais, ça, c'est vraiment de la massification chez eux. Tout est voilà. massifié, tout est massifié, de toute Mais façon. il y a des choses super intéressantes qui sont en train de. Bon, c'est au niveau de proto, c'est au niveau de la recherche pour l'instant. C'est pas encore arrivé en masse dans les écoles, dans les classes, dans nos ateliers, etc., etc. Mais c'est des choses qui sont super intéressantes, qui sont assez accessibles. Hein. Pierre Yves hier, c'est des conférences en français. Toutes les publications ne sont pas en français, mais il y a beaucoup de textes en français. Il y a 2-3 conférences en français où j'explique très bien les choses. Je vous invite à aller reprendre ça. Ouais. Même si ça peut vraiment en amont de ce qui va arriver dans 4, 5, 10 ans. Mais c'est des choses, moi, ça m'a vraiment passionné. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'adaptive learning. Moi, initialement, l'usage que j'avais de l'adaptive learning, c'était lorsque je créais des parcours de formation, de répertorier les réponses possibles, en fonction des réponses possibles, d'aller orienter, tu sais, sur des parcours, sur des embranchements différents, de manière à amener les gens à acquérir ces nouvelles connaissances. Ça me Ouais. demandait d'abord un travail très exhaustif de toutes les réponses possibles, et j'ai Ouais. jamais réussi à le faire, hein, très clairement. Ça me demandait des architectures de dispositifs de formation. J'aurais voulu que tu vois un peu les cartes que ça représentait, parce que avant de le si, sinon alors, tu vois, on est toujours dans cette espèce de codage, nous, Exactement. de C'est un développement. peu binaire en quelque part. Quelque part, oui. Et du coup, maintenant, tu vois, moi, quand je fais de l'auto-apprentissage tout seul, je pars sur un sujet. D'abord, je vérifie les objectifs, je regarde ce qu'a enseigné les objectifs à atteindre. Et une fois que j'ai calé l'objectif, je découvre mon parcours de formation et c'est en posant des questions que, en vérité, il m'amène les nouvelles réponses parce que c'est très intéressant. Moi, j'avais remarqué dans les apprentissages que je suivais l'évolution et l'endroit où mes étudiants étaient dans l'apprentissage aux questions qu'ils me posaient, tout simplement. Je me disais, oui, là, c'est bon, il a la bonne réflexion, il est au bon endroit. Ou s'il ne me posait pas de questions, déjà, j'étais inquiet, je le sollicitais. Puis s'il m'en posait des pas bonnes, je le recadrais pour le réaligner, tu vois. Et en auto-apprentissage, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, là, j'ai voulu aller choper un sujet que je ne connaissais pas et que j'ai voulu très, très vite apprendre. J'ai fait comme ça, et en vérité, là, c'était avec GPT, il m'a auto-guidé, auto-dirigé sur ce que j'avais besoin de savoir. Hein. Mais c'était dans la capacité que j'avais à formuler la question et la bonne question. Voilà. Il y a quand même ça en Oui, tu prérequis. avais déjà une conscience de là où tu voulais aller et d'où tu partais. C'est ça. Puisque en vérité, moi, tu sais, quand je construis mes dispositifs, je pars pas d'une activité pour atteindre un objectif. Je pars de l'objectif à atteindre et je déplote dans l'autre sens pour aligner bien mon activité. Moi, je fais ça quand je fais des ingénieries de certification où je vais beaucoup. En vérité, je tape jamais à côté parce que je pars de l'intérieur de la cible. Tu vois, je débelote à l'envers parce que au début, je me disais c'est chiant de rater et quand je rate, il fallait que je recommence. Alors je me suis dit là, si je pars de la flèche qui est au cœur de la cible et que je tire le fil, là au moins, je suis sûr que mes activités vont conduire à mon objectif, qu'il soit global ou pédagogique. Il n'y a pas à développer là, je pense. Il y a un moteur. Bah écoute, en tout cas, si ça peut être un type, ça, si vous voulez pas rater la cible, partez de la cible. Hein. Hum, Décrochez le truc à l'envers, hein, tu sais. Et en tout cas, ça marche, hein, puisque j'ai testé plein de fois, moi, avec mes étudiants, ça a toujours... ils sont toujours arrivés au résultat, donc c'était bien. Au résultat qu'on escompte. Voilà. Alors, je vais revenir à l'IA aussi. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent toujours du même endroit, de la Californie. Ouais. Même si on voit des émergences, des essais en dehors de la Californie, dans d'autres pays, dans d'autres institutions, c'est quand même un peu problématique qu'il y a un monopole par Ouais. rapport à ça. Donc j'espère qu'il y aura des alternatives open source qui vont se proposer, qui vont se déployer. On a vu on a deux gros acteurs, enfin deux gros, je sais pas si c'est des gros acteurs, mais il y a Mistral et Croissant, qui est une IA aussi, qui elle devient de l'école centrale Paris, si ma mémoire est bonne. Et Cristal, eux, c'est plutôt Mistral, pardon, c'est plutôt les gens de chez Polytechnique, d'origine de Polytechnique.
qui essaye de proposer des alternatives à l'hégémonie américaine. Parce qu'il y a cette dimension économique qui est aussi importante. Hein. Ah bah, plutôt oui. La Le, domination des GAFA, on la connaît. Hein. voilà, et donc ça risque de s'empirer parce qu'ils auront encore plus de données de nos données sur leur serveur. On m'a posé une question l'autre jour. Je parle de l'IA à des gens qui sont pas du tout acculturés. Et ils me disaient, ouais, mais alors en gros, si tu poses des questions et que l'IA fabrique des réponses, mais du coup, ces réponses, elles sont archivées, mais bientôt, est-ce que les réponses viendront que des réponses? Je Bah, trouvais, pas... oui, j'ai- mais non. Pour l'instant, non. Ben voilà. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est où le bouclage? Où c'est qu'on se touche là? Le truc là, tac. Ah merde, ça y est, on ne fait plus que des réponses de réponses. On n'est plus Non. dans dans la prise de données. Non, ça marche pas comme ça. C'est Ah, pas comme ça rassure-nous. Moi, je sais pas si c'est rassurant, mais le modèle, il n'est pas constitué comme ça. Bon, Le modèle, il est basé sur l'émergence statistique d'un modèle de token, de fréquence statistique de tokens. Les tokens, c'est même pas des syllabes. ouais. C'est des fréquences de groupement de lettres qui apparaissent fréquemment dans les mots. C'est ça un token. Alors, on n'est même pas sur la syllabe. Donc, on est vraiment sur des choses statistiques. Et le trop, alors, on n'est pas sur ce domaine-là, mais peut-être que les réponses vont réalimenter bientôt les modèles. Pour l'instant, le modèle il est fermé, il est figé, il est déposé, et on l'utilise. Il n'est pas malléable en temps réel. Et Mais une question, tu vois, par exemple, moi j'ai un savoir A, je me confronte à ChatGPT qui me donne un savoir B, et là tout d'un coup jaillit quelque chose qui s'appelle C, qui n'existait pas avant la rencontre de ces deux éléments. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va être capable d'auto-générer par lui-même sans l'intervention humaine? aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, Mais ouais. aujourd'hui, non. C'est pas du tout le modèle, mais c'est Yann LeCun qui propose d'autres modèles qui sont plus basés sur l'auto-apprentissage, sur les mécanismes de la compréhension humaine plutôt que des fréquences statistiques. Voilà. Donc là, ces modèles-là, oui. Mais c'est pas, aujourd'hui, il n'y a encore pas de fonction pratique si on est dans la modélisation. Et du coup, si aujourd'hui je me base sur les données existantes pour faire mon travail, est-ce que j'ai une chance, est-ce qu'il y a une chance de produire quelque chose qui fonctionne et qui n'existait pas, qui est la somme des interactions avec les différents éléments, les contextes? C'est Pour possible, oui. Ouais. Ouais, ça me paraît pas totalement impossible ce genre de choses. Ben, comme toi tu l'as dit, ça me donne des idées que j'avais pas eues, ça me donne Ouais. des éléments que j'avais pas eu. Donc voilà. Alors ça veut dire que Mm. c'est toi qui les fait émerger, c'est pas l'IA. Hein. Oui, oui, j'ai bien compris ça. D'ailleurs, Julia, hein, qui est un peu le père de l'IA, l'écrit, hein, l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est intéressant son livre, lui. Surtout maintenant. Moi, je l'avais lu il y a 3, 4, enfin, non, 5 ans. Et il y a 5 ans, je ne comprenais pas tout ce qu'il avait dit. Ça, c'est mieux maintenant. Et ça Ben fait plus de sens. peut-être un peu plus acculturé, lever le Ouais. voile un petit peu sur les mécanismes qui sont derrière. Il y a plein de publications qui sont, alors je veux pas dire accessibles, enfin elles sont en ligne. On peut les lire. Je sais pas, moi j'en ai lu, j'ai rien compris. Hein. Mais Oui, bon, on peut les lire. oui, c'est ça. C'est toujours le problème de Mais en même temps, l'information. je vais en revenir à Pierre-Yves Oudéhière, par exemple. Lui, il a fait une IA qu'il appelle le ZDP, qui est basée sur la zone proximale de Zonal de développement. développement. L'analogie c'est Vygotsky qui a fait ça. Donc, Oui, on revient aux sciences de l'éducation, là. Hein. oui, oui, très bon ça. Ce constructivisme, pour ceux qui n'ont pas suivi Mm. les cours de sciences d'éducation, où Vygotsky, dans les années 1930, en URSS, avait développé ce concept que pour évoluer, il fallait être dans des choses qui soient accessibles à sa compréhension et à sa connaissance, la zone proximale Mm. de développement. Développement. Et donc, on allait de concepts de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles à appréhender, on monte. Et l'IA de Pierre-Yves Oudéhière, pour faire progresser dans des dispositifs d'adaptive learning, se base sur cette réflexion-là. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Donc, quelque chose, moi, qui m'a toujours intéressé et sur lequel j'ai toujours travaillé. Parce que, effectivement, j'avais bien compris le concept, mais à un moment donné, j'arrivais à un système qui ne permettait plus de croître,
parce que en vérité, on était obligé de rester suffisamment près pour pouvoir croître, mais assez éloigné pour engendrer de nouvelles connaissances. C'est pas, tu vois, comme c'était fait. Et c'est cette espèce de bordure, moi, que j'ai toujours eu du mal à modéliser dans la transmission de la connaissance et les activités que je faisais. Tu vois, dans la ZPD, c'était ça, moi, qui était ma difficulté. J'avais bien compris que des très forts avec des très faibles, ça sert à rien. Des gens qui se ressemblent un petit peu, c'est pas mal. Et c'est justement de définir cette frontière entre ce qui est abordable et ce qui tire un peu plus loin, tu vois. C'était intéressant à regarder les activités. Ça m'a occupé pendant 2 ans, ça. Sur la ZPD, uniquement la ZPD, quoi. Voir. Et l'autre intérêt aussi, c'est que l'IA, ça t'amène sur des champs qui ne sont pas forcément de ta domaine à toi. Donc Oui, ça donne ça peut, il y a un potentiel qui n'est pas toujours exprimé, mais ça peut donner de la diversité à ta façon de voir, à ta façon de penser. oui. D'ailleurs, c'est souvent Marcel Lebrun qui en parlait, qui disait qu'il faut varier. Il faut varier, il faut que les propositions soient variées. Parce que très souvent, on tombe dans le biais de je fais un truc, c'est bien, ça a bien marché, ben je le refais. Bon, tu sais, un truc qui est bien, qui a bien marché, la 5e fois que tu le fais, ça te gonfle, quoi. Donc, quelque part, tu es quand même bien obligé d'aller voir ailleurs. Et cette notion de diversité, ben, peut-être que dans le choix des activités, avec l'IA, on peut avoir justement ça. Propose-moi des activités pour faire ça, quoi. Alors ça, C'est il y en a marrant, plein, ça. hein, Mm. des IA pédagogiques, il y en a plein. Alors si tu me laisses 2 secondes, si j'ai je me suis fait une petite base de données. Je sais qui est passé ma souris. Je vais t'en donner quelques noms qui sont assez sympas, des nouveaux trucs. J'ai monté une communauté de veille collaborative sur plusieurs universités francophones. Donc on est une petite cinquantaine à bosser dessus. Et on a identifié à peu près en 2, 3 mois 300 outils. Assez Ah, marrant. Et moi bah, ça j'appelle fait ça bien, c'est des outils de 6 outils chacun. productivité. Bah oui. Ouais, en 3 mois, tu vois, on se force, hein. J'appelle ça des produits des outils de productivité. Donc, hop, voilà, je suis sur ma base, je fais productivité, boum, voilà, et ça me donne des petits outils assez sympas en pédagogie. learningstudioai.com, heuristique. Ah non, alors ça c'est pas ça. Productivité. Lequel qui était vraiment pas mal? Pitch, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est des Allemands. Currypod, hein, qui permet de faire c'est un Norvégien. C'est Currypod, hein, CURIPOD.com, hein, qui fait des choses assez sympas. Qui parle des Norvégiens, c'est freemium, c'est pas gratuit, qui fait des slides, qui fait des quiz, qui propose pas mal d'activités. Il y a edued.ai, qui aide les éducateurs aussi à créer pas mal de choses. Donc il y a des grosses plateformes maintenant qui arrivent à proposer des choses super intéressantes que moi j'appelle de productivité avec plusieurs outils. À partir d'un domaine, ça va te générer plusieurs contenus, plusieurs activités pour Ouais, tes ce que élèves. tu disais tout à l'heure, en partant d'une vidéo YouTube, le chapitrage, les quiz, les éléments de Exactement. compréhension intégrés dedans, ça c'est classieux quand même. C'est Oui, vraiment. surtout c'est dans ton domaine à toi, par rapport à ta problématique à toi. Mais derrière, c'est du chat GPT ou des choses comme ça. Tu as des trucs même plus intégrés que ça. Hein. Tu as Mizou.com, M-I-Z-O-U. Ça, c'est assez marrant. C'est un Français qui a fait ça. Tu envoies ta classe et c'est lui qui va interroger tes élèves et donner une note à tous tes élèves. Tu dis, voilà, je vous envoie 30 élèves. Mhm. Et posez-leur la question sur qu'est-ce qu'a fait Napoléon entre 1805 et 1806, par exemple. Moi, je dis n'importe quoi, mais bon, bref. Ouais, Et donc, les élèves vont se connecter et chaque élève aura une série de questions différentes. Il ouais. enregistre oralement les réponses et ça donne une note de compréhension de chacun de tes élèves. Ah ouais, bah, Misou.com. Voilà. Donc, l'auto-évaluation, en avant, c'est parti. Ah bah, ouais, c'est enfin, c'est pas, ouais, 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 c'est pas enfin, tout à fait de l'auto-évaluation, mais c'est de l'évaluation. En vérité, c'est l'outil automatique. d'évaluation Ouais, automatique, voilà. voilà. Impeccable. Donc, Ça serait, il y a, ça serait quoi, oui. Christophe, si s'il y avait une IA là que t'as pas encore vue et que tu aimerais qu'il soit là, tu as une idée, tu as réfléchi à ça déjà, un truc qui te manquerait dans ta caisse à outils, là, tu te dis, ça c'est un truc qui faisait ça, ça serait quand même magique.
Euh, T'as pensé à ça ou pas? non, pour l'instant, moi j'ai vu plein de choses, donc ils font je, là comme ça, non. Mais Non? peut-être que demain je te dirai l'inverse. Je dirai, ah, j'ai trouvé un truc, Un truc. j'arrête. Ouais, enfin, J'avais moi, pas j'avais pensé. surtout pensé à l'idée de l'adaptive learning, hein, parce que l'idée que tu puisses parcourir et que ça autogénère, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de prévoir toutes les hypothèses possibles et que ça autogénère des questions, des contenus et tout ça, pour moi, c'est de la magie. Alors, C'est- dans le cas des dispositifs d'adaptive learning que je t'ai décrits, les questions, les questions, les activités sont déjà créées. Ah, voilà, Elles ont été faites en fonction d'un certain des nombre de objectifs. connaissances et de compétences et d'objectifs. Ouais. Ouais, ok. Donc, on en est au même stade. La différence, c'est qu'on le produit, on le fabrique beaucoup plus vite. On le fabrique plus vite et surtout, il y a plusieurs paramètres. Tout à l'heure, on parlait Mm. de binaire, de deux, trois paramètres. Là, on peut mettre plusieurs paramètres pour les guider dans ces matrices d'activité à plusieurs Mm. dizaines de paramètres, hein. Donc, on est Ouais. au-delà des choses qui sont binaires. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi, Voilà. je crois beaucoup à cette capacité d'individualisation des parcours, là. En tenant compte du rythme, en reprenant, en faisant étape par étape. Je trouve que c'est Ouais. intéressant de proposer Oui, ça. surtout que quand tu regardes les travaux de recherche, là encore, je reprends des publications que j'ai pu voir dans ce domaine-là, c'est qu'une IA, elle ne se lasse pas et elle juge pas l'élève. Oui, ouais, C'est-à-dire qu'il il a pas compris ça, bon, on lui répète. Il a pas compris ça, on lui répète. on Il a pas l'appelle. compris ça. Il y a un prof, au bout de 3 fois, il a un peu marre. Ouais. Il dit, mais Et t'es un puis, peu con. Enfin, je caricature, t'es un peu con, ouais, t'as pas compris. Hein, tu iras voir ça ce soir avec ta mère et puis on passe à autre chose. Bah, passe ce message à ton voisin. je caricature, Ouais, ouais, il n'y a pas de moi, lassitude, ça c'est bien, ça c'est un bon alors truc que ça. l'IA, elle est pas là pour juger, elle s'en fout. T'as pas compris, on te propose un autre cas, t'as pas compris, il est pas là pour Ouais, juger. Et les élèves, quand tu les interroges par rapport à des dispositifs là, ils le voient, ils le savent. Et donc il dit, bah ouais. je me suis trompé, elle me dit je me suis trompé. Le prof lui, il y a un moment, il en a marre, il râle. Mm. Et à l'inverse, donc il pousse un peu ceux qui comprennent pas. Mm. C'est pas toujours facile, hein, quand t'en as 30 Bah dans la oui. salle et puis il faut faire un flou. T'essayes de faire un flow moyen. Tu peux pas Mm. faire d'individualisation sur 30, c'est pas possible. Alors que l'IA le fait. Donc Ouais. il zappe un peu ceux qui sont le prof, ceux qui sont un peu en difficulté, puis il zappe aussi ceux qui vont trop vite. Bon, vous Oui, attendez là, voilà. Alors que l'IA, non, elle s'en fout, elle. Ouais, et puis du coup, on enlève aussi la dimension émotionnelle, de la pression, de la rapidité de répondre, du jugement. Tout ça, quand on te met la pression, enfin, je sais pas, c'est le fameux truc, tu sais, quand on est à côté de toi, qu'on regarde au-dessus de ton épaule, ce que tu faisais très bien il y a Exactement. 2 minutes, tu y arrives plus parce que tu as une charge émotionnelle qui est importante. Donc du coup, c'est bien si ça enlève ça, parce que tu arrives vraiment à voir ce que la personne elle a en elle, quoi, entre guillemets. Quoi. Ouais, Exactement. C'est ces choses-là. Alors, il faut des fois décharger ses émotionnels, hein, mais en oui, amont on a besoin. de, de, de l'émotionnel, il y a besoin d'avoir la compréhension des mécanismes. Moi, Mm. j'ai beaucoup travaillé à une époque sur la médecine d'urgence à l'université de Lyon 1, où on avait un problème, c'est que les étudiants délaissaient tout ce qui était médecine d'urgence. Les urgentistes, les SAMU et trucs comme ça, parce que quand ils partaient en stage dans ces trucs-là, c'est souvent là où il y avait un stress le plus fort, et Ouais. c'est souvent là où ils étaient confrontés à la mort Mm. violente. Enfin, Oui, ils oui, avaient oui, l'impression oui. de pas, et c'était traumatisant. Oui. Et donc, on avait développé des simulateurs en amont des envoyés en stage, en amont de la phase pratique, hein, pour Mm. apprendre à gérer les protocoles d'urgence, de massage cardiaque, etc., etc. Et donc, en faisant ça, on enlevait un stress de la maîtrise des mécanismes de base. Oui, puisqu'en vérité, ils avaient déjà Il avait, développé ils avaient les protocoles, des ils avaient tuyaux. appris de façon mécanique et froide, on va dire, Oui. sans stress. Donc, ça permet de meilleure compréhension, une meilleure assimilation Mm. que de l'apprendre il y en a qui aiment Ah bien oui, apprendre oui. sur le terrain, dans le feu du combat. Et Ouais, d'autres, mais bon. c'est bloquant. Voilà. Ouais, ouais, Et là, il y a de l'enjeu peut-être. on avait découpé ça en plusieurs étapes avec des simulateurs en ligne. Ensuite, avec des simulateurs, on avait des robots dans des salles de simulation avant de les envoyer sur le terrain. Et du coup, on avait remonté les taux d'inscription dans la médecine d'urgence. Voilà. Ah oui. Ah oui, Donc, c'est en bon ça. découpant mais là, il n'y avait pas d'IA, hein. Ouais, oui, non, non, il n'y a pas d'IA, C'est ça un c'est. travail pédagogique qui avait été fait. Voilà, c'est ça.
Bon, bah écoute, moi je crois que le pédagogue a encore un bel avenir devant lui. Qui va venir, bien sûr, nous suppléer. Je vais dire, on est sur une note positive, hein. Mais il faut voir ça comme un assistant. Aussi Ouais. bien pour les élèves que pour nous, c'est quelque chose qui est là, qui peut nous aider. Voilà, On arrive à bien l'idée de l'utiliser, ça s'upgrader, peut nous quoi. aider. Tu vois, l'idée de Voilà. s'upgrader un peu, quoi. Ouais, il faut vraiment le De, prendre comme de, ça. de 5, 10, 20, 30%. Ouais, En bah oui, fonction oui, bah oui. de la Ouais, motivation qu'on a. des fois, tu sais, il peut me proposer de l'upgrade supérieur à ce que moi-même je peux comprendre. Donc, du coup, je me contenterai de ces 5%, moi, qui me sont Mais tu sais, on abordants. n'est pas bon dans tous les domaines. Donc, il y a Mais des c'est trucs, ça clair, t'apporte rien. rien. Et puis, il y a C'est des ça. trucs, tu fais, waouh, quand même. C'est génial. Qu'à mieux avec ça. Je suis plus Bon, confort. oh, bah, c'est cool. Bon, bah écoute, quelque chose pour terminer, Christophe, t'aurais quelque chose à nous dire, un conseil, un Eh bien, on se mantra? donne, ouais, faut qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans pour en reparler, pour voir ce Ouais, que c'est sur la l'impact place fort. des grands hommes? Ouais, si ça a un impact aussi fort qu'elle a eu le web, parce que le web, ça a quand Ouais, même changé pas mal de choses dans le monde de l'éducation, hein. La visio et tous ces outils-là. Moi, je pense que l'IA même aura un impact plus fort parce que ça n'impacte pas uniquement dans le monde de l'éducation, mais dans dans le tout. monde au quotidien en Ouais. général. Tu sais, j'attends beaucoup, moi, du développement de l'IA. L'autre jour, j'écoutais sur France Inter, il parlait de chercheurs australiens qui avaient fait analyser des milliers et des milliers de radiographies. Et l'IA, sur une radiographie, était capable de détecter des prémices de cancer que le professionnel aguerri en oncologie ne voyait pas. Ouais. C'était... Et là, je pense, et j'espère en tout cas, qu'on aura cette capacité de l'utiliser pour ça, notamment. Hein, c'est vraiment là que Bah, je vois. Enfin, il y a plein de c'est ce que domaines. je vois moi, mais il y a tellement de Ouais. domaines. Quoi. Il y a tellement j'ai regardé une conférence, bah, t'as rien à voir avec notre domaine, mais dans les avocats dans le domaine juridique, tout ce qui est responsabilité civile d'accident de voiture, maintenant, c'est traité par IA. Il y a plus les dossiers sont plus humains. Ah oui. Ah Voilà. oui. Bah oui, puisque les datas, c'est toujours les mêmes, donc ils sont capables de prendre des décisions en fonction de ce qu'ils récoltent, quoi. Voilà. Si de toute façon, si c'est pour passer 2 heures à arriver au même résultat qu'un truc qui le fait en 3 minutes, bah moi, j'ai pas trop compris l'intérêt de rester figé sur certains trucs, hein. Ça, c'était la fameuse discussion au démarrage. Ouais, non, mais moi, j'ai construit un truc, j'ai fait une vidéo, alors que toi, tu dis, ah, moi, j'en ai trouvé une sympa sur YouTube, je l'ai prise, je l'ai montré à mes élèves. Oui, pourquoi tu as fait ça, machin? Bah, parce que c'est bien et je peux l'utiliser. Et j'ai pas besoin de passer 3 jours à créer un truc, ce sera peut-être moins bien. Faut accepter cette humilité, d'être supplé aussi Mm, mm, mm. dans sa pratique. C'est bien ça. Très bien. Bah, écoute, j'espère que nos auditeurs auront pris On a été bavard encore cette fois-ci. un bon plaisir à écouter. Et puis écoute, Christophe, tu sais que le micro est ouvert, hein. Et puis si on a d'autres trucs à parler, si tu as d'autres idées, faut pas hésiter, hein, tu viens et puis on Ah ben, en ce échangera moment, sur ces sujets autour de la formation. ça foisonne. Il y a un sujet qui pourrait être intéressant, c'est les communautés d'enseignants. Ah ouais, ça on l'a pas fait, on pourrait le traiter. Bah écoute, tu sais ce que je propose? Nous, Ouais, on va se fixer rendez-vous et on viendra parler des communautés d'enseignants. voilà. Voilà, Eh ben, donc, ça marche. chers auditeurs, vous êtes au courant de notre prochaine Oh, on fait discussion. du teasing maintenant. Ouais, c'est trop fort. Merci à toi, Christophe. Merci à nos auditeurs d'être présents tous les 15 jours avec nous et à très bientôt sur le podcast de la formation. Eh ben, ça marche. À la prochaine. Merci, Laurent. Je t'en prie, à bientôt.